enregistrer la rencontre. Donc déjà, un grand merci à tout le monde pour votre participation et votre présence au premier champion de l'éducation de la saison 2022. Donc, juste pour rappeler, les champions de l'éducation, c'est 4 rencontres par an, co-organisées par l'Agence française de développement et la Coalition éducation, et qui visent à rassembler les actrices et les acteurs de la coopération éducative autour d'un échange de pratiques opérationnelles afin d'alimenter la réflexion et également de renforcer les actions sur les thématiques qui sont abordées. Donc, cette année, on aura encore 3 rendez-vous. Le prochain sera le 14 juin et portera sur l'éducation et l'engagement des jeunes. On aura également la thématique de l'éducation et le numérique le 20 septembre. Et enfin, éducation et les personnes déplacées le 22 novembre. Je vais laisser la parole à ma collègue Audrey Nirengarten de l'AFD qui va donc introduire la rencontre d'aujourd'hui. Merci. Merci Léa et bonjour à tous. Merci de vous être connectés et de nous avoir rejoints pour ce webinaire consacré à la participation des communautés, à l'implication des communautés en éducation. C'est un thème qui nous paraît fondamental. La participation des communautés, qu'elles soient formelles dans la vie des écoles à travers des structures formalisées comme les comités de gestion, ou qu'elles soient plus informelles, mais qu'il s'agisse aussi de l'implication des citoyens pour demander des comptes aux États, aux parties prenantes concernant les engagements qui ont été pris en éducation. Ce sont des éléments qui sont au cœur de la prospérité éducative. En effet, on le sait, les systèmes éducatifs sont complexes et la relation entre les parties prenantes est au cœur de ces systèmes. Donc, une implication réussie, transparente, positive, permet de créer les conditions les plus favorables possibles pour un climat propice à l'apprentissage dans les écoles, autour des écoles, et un dialogue ouvert est aussi une garantie pour mieux faire se rencontrer, pour mieux articuler l'offre éducative et la demande sociale en éducation. De ce point de vue-là, on est très heureux de pouvoir valoriser aujourd'hui des bonnes pratiques et des expériences, avec parfois aussi des difficultés, autour de la participation des communautés en éducation. Et on peut bénéficier de l'expertise et des expériences de terrain de plusieurs de nos collègues. On a sollicité tout d'abord l'UNESCO et son Institut international de la planification de l'éducation, grâce à l'appui de Muriel Poisson, qui est spécialiste de programme et qui travaille depuis de nombreuses années sur les enjeux liés à l'amélioration de la gouvernance éducative, de la transparence et de l'efficacité des systèmes dans les différents pays. Donc Muriel nous parlera des travaux récents et notamment des recherches récentes de l'IIPE sur la façon de renforcer l'implication des communautés, des citoyens pour un meilleur fonctionnement des systèmes éducatifs. On aura aussi le plaisir d'entendre les collègues du Secours islamique France, mais basés au Sénégal, à travers le projet Taoudé. Donc je remercie là l'équipe du Sénégal, en particulier Claire Dubos et ses collègues, notamment Mansour Sow, qui nous parleront de l'implication des communautés pour renforcer l'inclusion des enfants talibés dans leur société et renforcer, améliorer leur protection grâce à l'appui des parties prenantes autour des écoles et des centres où sont inscrits les enfants talibés. Et enfin, on espère qu'on aura les collègues du Togo, parce qu'on souhaitait partager l'expérience autour de la mobilisation sociale en faveur de l'accès et du maintien au collège, en particulier pour les filles, via l'action du ministère du Togo et des ONG comme Plan et Aide et Action. Donc, je suis désolée, on a des soucis
connexion, donc j'espère être en capacité de vous confirmer leur présence à l'issue des 2 premières interventions. Je passe d'ores et déjà la main à Muriel, IPE, pour nous poser un peu le cadre global et ce que nous dit la recherche sur les façons innovantes de faire participer les citoyens dans l'éducation. Merci. Merci beaucoup Audrey. Bonjour à tous. Je suis très heureuse d'être avec vous aujourd'hui et d'avoir cette occasion de participer à vos rencontres récurrentes. Et merci beaucoup donc aux collègues de la Coalition Éducation et de l'AFD pour cette invitation. Donc, comme le dit Audrey, moi je travaille à l'IPE, l'Institut international de planification de l'éducation, qui est un institut spécialisé de l'UNESCO, qui mène des recherches, qui fait beaucoup de formations et aussi de l'assistance technique de terrain pour tout ce qui a trait à la planification, gestion, financement des systèmes éducatifs. Mais donc, aujourd'hui, je voulais vous partager avec vous de manière plus spécifique les résultats d'une recherche que nous avons menée au cours des dernières années et qui portait sur les données ouvertes sur l'école avec cette interrogation qui est celle qui nous réunit aujourd'hui, quelle implication des communautés. Alors, juste pour vous donner un peu quelques éléments de contexte et que vous voyez un peu ce à quoi je fais référence par données ouvertes, on se situe dans un contexte, dans le secteur de l'éducation, comme dans d'autres secteurs publics, où il existe aujourd'hui une révolution des données. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de données qui sont produites à l'intérieur du système éducatif et ces données qui habituellement étaient conservées par les ministères de l'éducation, par les administrations publiques, sont aujourd'hui partagées avec les citoyens, avec les sociétés civiques, avec également les ONG. Et toute la question, et c'est donc la question que nous nous sommes posée, c'est quel type d'usage va être fait de ces données, notamment au niveau des communautés. Cela s'inscrit également dans un contexte plus général où il y a une volonté de promouvoir l'accès à l'information, promouvoir l'accès à une information publique, donner davantage de voix aux citoyens dans les processus et notamment dans le cadre des processus éducatifs. Un autre agenda qui est aussi celui de la redevabilité, reddition des comptes. On demande davantage de comptes aux autorités publiques, du niveau central jusqu'au niveau scolaire, parfois avec un axe lié à la lutte contre la corruption dans le secteur de l'éducation. Et plus globalement, un contexte également dans lequel, et le secteur éducatif s'inscrit aussi là-dedans, où une culture de l'évaluation, une culture de la performance liée également aux données a tendance à se développer. Et c'est donc dans ce contexte, et donc c'est ce qu'on observe aujourd'hui, et ce dans toutes les régions du monde. On a travaillé dans notre cas en Asie, on a fait plusieurs études de cas dans plusieurs pays d'Asie, Bangladesh, Inde, Indonésie, Philippines, Pakistan, mais aussi on a fait un état des lieux de la question en Afrique, anglophone et francophone, et également en Amérique latine. Et donc ce qui est intéressant de voir, c'est que quelle que soit la région, quel que soit le pays, eh bien, il y a un accent qui est mis de manière beaucoup plus importante sur les données scolaires sur l'école, les données ouvertes sur l'école, pardon, qui sont aujourd'hui davantage partagées avec les citoyens. Donc, qu'est-ce que c'est que ces données ouvertes sur l'école? Eh bien, ce sont toutes ces données liées, par exemple, au budget de l'école, au nombre d'élèves de l'école, nombre d'enseignants dans l'école, qualification des enseignants, nombre d'équipements scolaires disponibles, nombre de tables bancs, nombre de chaises, etc., nombre de manuels scolaires reçus par l'école, mais aussi parfois d'autres données davantage liées aux extrants, type résultats scolaires, etc., qui donc aujourd'hui sont partagés avec les citoyens, sont partagés avec le grand public, le plus souvent en format papier, mais aussi de plus en plus sous format électronique.
Alors, pour rendre ça un peu plus concret, là, j'ai pris deux exemples. L'exemple de gauche, c'est un exemple qui est tiré des Philippines. L'exemple de droite, c'est un exemple qui est tiré de l'Australie, mais qui, en fait, illustre la même chose, qui illustre la manière dont ces données aujourd'hui sont partagées avec le grand public. Et donc, sur la photo de gauche, hein, vous voyez l'exemple issu d'une ONG qui s'appelle Check My School aux Philippines, ce qui veut dire vérifier mon école, en gros. Et vous voyez qu'il y a donc ce qu'ils appellent des transparency boards, c'est-à-dire des panneaux d'affichage de la transparence qui sont affichés à l'entrée de l'école, là où tout le monde peut les voir et où on donne des informations sur le financement de l'école, sur la cantine scolaire, sur les repas scolaires, sur le nombre de réunions des associations de parents d'élèves et sur bien d'autres aspects de l'école. Et donc, dans ce cas, en version papier, et vous voyez son pendant hein, en version électronique dans le cas australien, où là, il y a une institution fédérale qui a en charge les programmes d'enseignement scolaire et les évaluations des élèves, et qui a donc créé une plateforme qui, dans leur cas, s'appelle My School, mon école. Et sur cette plateforme, eh bien, vous pouvez identifier n'importe quelle école qui se situe dans le pays, école primaire ou secondaire, école publique ou école privée. Et pour chacune de ces écoles, eh bien, vous allez avoir toute une batterie d'indicateurs et d'informations. Quel est le nom de l'école? Où est-ce qu'elle est localisée? Quel est le budget qu'elle a reçu? Quel est son nombre d'enseignants? Son nombre d'élèves? Parfois des informations plus spécifiques sur le profil des élèves, sur la qualification des enseignants, sur les résultats aux tests nationaux, en lecture, en écriture, en calcul, etc. Et donc cela, ça constitue une révolution que l'on observe, comme vous le voyez, dans des contextes très différents. Et c'est le cas aussi dans différents pays africains. Je prendrai un exemple un peu plus tard du Malawi. Ce qui est intéressant avec ces initiatives sur les données ouvertes sur l'école, c'est que dans beaucoup de ces pays, eh bien, ce sont des initiatives qui ont avant tout été initiées par des organisations de la société civile en se basant sur des approches axées sur la participation et sur l'engagement des communautés. L'idée était de se dire, si on veut véritablement que les communautés soient impliquées dans le fonctionnement de l'école, dans la gestion d'école, dans la vie de l'école, eh bien, il ne faut pas avoir un discours simplement un peu en l'air sur les problèmes et les difficultés, mais eh bien, il faut se reposer sur des chiffres, sur des faits, sur des données bien précises et bien spécifiques. Pour cela veut dire bien sûr avoir tout un travail d'effort en matière de partage de ces données, de présentation de ces données pour les rendre relativement attractives et accessibles, y compris dans des contextes d'analphabétisme. Et là, vous voyez sur cette image, c'est une image qui est prise d'un autre projet qui là aussi a été développé par une organisation de la société civile qui est Transparency International Bangladesh, donc qui est située au Bangladesh et qui a contribué très largement à développer ces initiatives de données ouvertes sur l'école à travers tout le pays, en se reposant notamment sur les mères des élèves et en organisant des rassemblements des mères pendant lesquels les données étaient partagées, expliquées, présentées à l'oral, notamment donc pour des populations non alphabétisées. Dans d'autres contextes, cela s'est fait en s'appuyant davantage sur les nouvelles technologies, en utilisant les téléphones portables et avec tout un accompagnement de ce processus, c'est-à-dire pas simplement de partager les données, que ce soit sur des panneaux d'affichage ou lors de réunions, mais véritablement aussi d'accompagner ça par des formations des communautés, par l'organisation de réunions, etc., et faire en sorte qu'il y ait un véritable suivi qui soit donné au partage de l'information. Alors, l'idée derrière ce type d'initiative, eh bien, c'est d'avoir un véritable impact sur la redevabilité au sein notamment de l'école et des établissements scolaires. Redevabilité par rapport à quoi? Redevabilité, donc reddition de comptes sur le plan financier, comme moyen de vérifier que l'argent est bien arrivé à l'école et qu'elle est bien utilisée par la suite au sein de l'établissement scolaire. Redevabilité en matière de gestion, gestion des ressources humaines, des enseignants, par exemple, s'intéresser à des questions telles que l'absentéisme,
mais redevabilité aussi en matière de gestion, par exemple, des équipements. Combien de tables bancs ont été reçus? Combien de manuels scolaires ont été reçus? Est-ce qu'ils sont bien dans l'école? Est-ce qu'ils sont utilisés? Est-ce qu'ils sont accessibles? Et dans certains cas, cela va même plus loin, donc en termes de redevabilité pédagogique, notamment pour les projets qui produisent aussi des informations sur les résultats des élèves, s'interroger sur la qualité de l'enseignement qui est prodigué et sur la manière d'améliorer au mieux la qualité de cet enseignement, pas simplement du point de vue des enseignants et du chef d'établissement, mais de l'ensemble des communautés, en engageant aussi ces communautés, notamment les parents d'élèves, dans ce processus d'amélioration de la qualité. Et ici, vous avez un court extrait d'une des enquêtes de terrain que là, on avait réalisé en l'espèce au Bangladesh. On a interrogé des chefs d'établissement, des enseignants, des élèves eux-mêmes sur ce qu'ils pensaient de ces initiatives de données ouvertes. Et là, vous voyez que l'enseignant mentionne « Nous sommes devenus plus vigilants parce que nous sommes contrôlés, nous gérons mieux les ressources en fonction des besoins et nous améliorons la gouvernance de l'école. Si vous ne le faites pas, eh bien, les données collectées le montreront. » Donc, on voit bien comment le fait de promouvoir cet accès à l'information via ces initiatives de nouvelles ouvertes, eh bien, c'est une manière aussi de promouvoir la transparence, la redevabilité et une meilleure gouvernance, au total, un meilleur contrôle social de ce qui se passe au niveau des établissements scolaires. Et je terminerai avec ce dernier exemple qui est issu donc du Malawi. Là aussi, c'est une ONG qui a initié un projet tout à fait intéressant au Malawi de partage de l'information avec les communautés scolaires. Et donc, comme dans le cas que je vous ai présenté précédemment du Bangladesh, de l'Indonésie, des Philippines ou autres, la communauté scolaire a été invitée à discuter du contenu de ces données ouvertes lors de la réunion d'évaluation des performances de l'école, sur la base de quoi a été engagé un dialogue sur les principaux problèmes auxquels est confrontée l'école et à la formulation collective de suggestions. Et ces suggestions eh bien, ont été intégrées dans le plan annuel d'amélioration de l'école qui a été conçu en conséquence et qui s'est accompagné d'un certain nombre d'actions de plaidoyer au niveau local. Donc, cet exemple pour vous montrer qu'il y a beaucoup d'initiatives en l'espèce qui sont issues de la société civile. Et ce qui est intéressant, c'est que de plus en plus de ministères de l'éducation et d'autorités publiques eh bien, se saisissent de ces initiatives pour voir comment partager à leur tour ces données à l'échelon national. Et avec nous, une conclusion que nous en tirons, c'est que ces ministères ont beaucoup à apprendre de la société civile en l'espèce pour faire en sorte eh bien, que tout ce processus continue à être axé sur la demande plutôt que sur l'offre d'informations existante. Je vais conclure ici parce que je sais qu'il y a d'autres intervenants qui doivent aussi intervenir juste après moi, mais on pourra revenir sur ces aspects dans la discussion si cela vous intéresse. Et vous mentionnez que si vous êtes intéressé par tout ce thème des données ouvertes sur l'éducation, mais au-delà de cela sur les questions de transparence, redevabilité, lutte contre la corruption dans le secteur de l'éducation, n'hésitez pas à consulter notre plateforme en ligne qui s'appelle Ethico. Et vous voyez ici le lien ethico.iep.unesco.org. Nous avons aussi un compte Twitter. Vous pouvez me contacter. Et nous avons aussi beaucoup d'autres publications qui portent notamment sur les questions de gouvernement ouvert au-delà de la question des données ouvertes sur l'éducation. Donc, n'hésitez pas à vous connecter et les télécharger, bien sûr, gratuitement. Nous sommes UNESCO, dont toutes nos publications sont disponibles en ligne gratuitement. Voilà, je vais m'arrêter là et j'aurai sûrement l'occasion d'échanger avec vous pendant la discussion. Merci. Merci beaucoup, Muriel. Très intéressant. En effet, j'ai pour ma part quelques questions, mais je vois que dans la marge, certains participants ont déjà souhaité des clarifications. Donc, je vous les soumets tout de suite pour compléter votre présentation. En effet, Alice nous demande qui collecte les données qui sont en l'occurrence discutées, si j'ai bien compris, avec les communautés. Voilà.
Alors, dans beaucoup de cas, les données de base qui sont utilisées, ce sont les données qui sont déjà existantes, qui sont celles qui existent dans les systèmes d'information et de gestion de l'éducation. Ce qu'il y a, c'est qu'il y a une démarche qui est faite pour avoir accès à cette information. Et parfois, il y a des textes de loi qui ont été passés et qui donnent aux communautés les droits d'avoir accès à cette information. Et donc, elles se dotent de ce droit et elles publient ces informations qui sont des données administratives. Mais ce qui se passe aussi, c'est qu'il y a un certain nombre d'ONG, par exemple dans le cas de Change My School aux Philippines, qui considèrent qu'il y a d'autres données parfois supplémentaires qui ne sont pas disponibles dans les systèmes d'information publics, qu'il est important de collecter en fonction de l'intérêt des communautés. Et donc, dans ce cas-là, eh bien, elles collectent elles-mêmes l'information avec l'appui des communautés. Donc, dans certains cas, ce sont les ONG elles-mêmes qui font ce travail supplémentaire de collecte de données sur des aspects particuliers qui sont particulièrement intéressants et importants pour les communautés. Ou dans d'autres cas, elles le font de manière plus participative en formant les communautés et en les impliquant dans ce processus de collecte d'informations. Mais avec l'idée notamment que ce type de travail puisse se développer à plus grande échelle, souvent il y a un socle de base qui est le système d'information existant qui donne déjà beaucoup d'informations sur les éléments clés de l'école, financement, nombre d'enseignants, effectifs, etc. Et l'objectif aussi, par ce type de processus, c'est de confronter la réalité parfois à ces informations et de vérifier que, par exemple, le système dit qu'il y a 20 enseignants, mais finalement, il n'y a que 18 enseignants dans l'école, par exemple. Donc, c'est une manière aussi de vérifier la fiabilité des données. Merci Muriel. D'autres questions? En attendant peut-être d'autres manifestations, de mon côté, je m'interrogeais sur le rôle aussi des médias traditionnels, les journaux, la radio, dont on sait qu'ils sont souvent très diffusés, très écoutés, et qui permettent aussi de toucher des populations en langue locale. Est-ce que vous avez en tête des exemples où la redevabilité des acteurs a pu être renforcée par ces biais-là? Et mon autre question, qui est un peu triviale, mais moi j'ai le sentiment que ce type de travaux permettent vraiment d'avoir des résultats probants à un coût très faible. Plusieurs études ont déjà montré que pour renforcer le maintien à l'école, l'accès et le maintien à l'école, le fait de fournir aux parents des informations sur les rendements éducatifs et sur les bienfaits de l'école au-delà des aspects socio-économiques avait vraiment un impact conséquent. Et j'ai un peu le sentiment que c'est la même chose sur ce type de travaux. Est-ce que vous avez des éléments à la fois sur le coût efficacité et sur le type d'indicateur de changement qu'on pourrait suivre, non pas dans une logique de redevabilité chiffrée ou quantifiée, mais plus dans une logique d'affiner au fur et à mesure ce type de programme? Oui. Alors effectivement, sur les médias locaux, il y a un certain nombre d'exemples effectivement où les médias locaux ont été diffusés. Il y a un exemple qui est assez célèbre, qui est celui de l'Ouganda, où à un moment donné, effectivement, il y a une décision qui a été prise d'afficher au niveau des établissements scolaires, par exemple, tout ce qui a trait au budget des écoles. Mais avec toujours le risque, par exemple, que certaines écoles ne le fassent pas, que ça ne diffuse pas partout de la même manière, etc. Et donc, effectivement, à ce moment-là, les médias à la fois nationaux et les médias locaux ont été mobilisés pour également publier l'information sur les transferts financiers à différents niveaux du système éducatif, de manière aussi à ce que toutes les écoles, à ce moment-là, puissent se référer aux informations qui étaient délivrées par ces médias et de vérifier effectivement que si l'argent était censé être arrivé à l'école, est-ce qu'il était effectivement arrivé, quand est-ce qu'il était arrivé, est-ce que c'était bien le montant qui était affiché au niveau administratif supérieur, et si ce n'est pas le cas, en gros, qu'est-ce qui s'était passé avec l'utilisation de ces fonds.
Et c'est aussi le cas lorsqu'il y a un travail qui est fait davantage au niveau de l'école, des communautés, et qui montre qu'il y a des difficultés spécifiques. À ce moment-là, il y a des actions de plaidoyer qui peuvent être montées pour un peu interpeller les autorités locales, les autorités publiques. Pourquoi est-ce qu'on est censé avoir reçu des manuels scolaires et que finalement, quand on vérifie, eh ben, on ne les a pas reçus? On est censé avoir tant d'enseignants, mais on n'a pas tous ces enseignants. On se compare aux résultats d'une école qui est située à proximité de la nôtre, mais les résultats, notamment en matière de performance de la nôtre, sont bien inférieurs aux leurs. Comment ça se fait? Et donc, de générer un dialogue et une discussion avec la possibilité aussi parfois, effectivement, de mobiliser les médias pour créer aussi un peu une pression pour améliorer le service éducatif tel qu'il est proposé. Maintenant, effectivement, en termes de coûts, les coûts peuvent être relativement limités. Si cela n'engage pas un travail de collecte d'informations et de données très important, mais extrêmement ciblé, en s'appuyant notamment sur les systèmes d'information existants, finalement, les coûts sont avant tout des coûts de renforcement des capacités, des coûts de formation, des coûts d'organisation au niveau des communautés. C'est là que se concentrent essentiellement les coûts, et avec l'idée que tout cela peut s'insérer dans des structures institutionnelles qui sont déjà en place, avec des comités de gestion qui peuvent être déjà en place, avec des rencontres régulières avec les communautés qui peuvent être aussi déjà en place, mais en apportant cet élément nouveau de partage de données statistiques et d'informations spécifiques au moment de ces moments particuliers. Mais avec un risque qui est que si la mobilisation que l'on crée autour de ça eh bien, ne se suit pas, n'est pas suivi d'un certain nombre de problèmes à l'intérieur de l'école, mais que derrière, il n'y a pas de véritable volonté de changement et de prendre action, ça peut créer aussi beaucoup de frustration, bien sûr, au niveau des communautés qui prennent conscience des difficultés et des problèmes, mais qui finalement ne voient pas de changement. Et à ce moment-là, en termes de coût-efficacité, on est face à un problème. Après, en termes d'impact de ce type d'initiative, effectivement, il y a différents types d'impacts. Des impacts directs du point de vue, effectivement, de la redevabilité et de la reddition de comptes, potentiellement en termes de réduction de déperdition de ressources, mais aussi de performance, de meilleure gestion de l'école, mais aussi de changement des comportements des différents acteurs, que ce soit les acteurs institutionnels ou les acteurs issus de la communauté elle-même. Des impacts aussi en termes de la qualité de l'enseignement qui est délivré, d'autres types d'impacts en termes de réduction, par exemple, de l'absentéisme des enseignants et autres, comme ça a pu être enregistré dans différents pays. Donc, il y a différents types d'impacts qui peuvent être liés aussi à la manière dont ce type d'initiatives ont été conçues, si elles incluent, par exemple, des données spécifiquement sur le financement, qui n'est pas le cas de toutes les initiatives ou pas, etc. En fonction aussi des données qui sont sélectionnées, on aura bien sûr des impacts différents sur la gestion des établissements scolaires. Merci Muriel. Une petite toute dernière question rapide pour pouvoir laisser la parole aux collègues du CIF qui nous est soumise également concernant les enjeux dans le cadre de cette diffusion et de partage des données ouvertes, les enjeux autour de la protection des données. Oui. Est-ce que vous avez quelques éléments là-dessus? Oui. On n'a pas trouvé des grosses difficultés autour de cela, y compris dans des pays où ce sont les ministères de l'Éducation qui ont décidé de partager. C'est le cas, par exemple, en Inde. Si vous allez sur le site qui est dédié au niveau fédéral indien, vous pouvez sélectionner n'importe quelle école primaire ou secondaire du pays, publique ou privée, là aussi. Et vous allez avoir la carte d'identité de l'école avec tout un tas d'informations sur les effectifs, sur le financement, sur la qualification, sur le profil de l'école, etc. Alors, il y a des problèmes, bien sûr, de protection des données, qui est que ces méta-bases de données ne deviennent pas des données publiques avec des informations individuelles, que ce soit notamment des enseignants, des chefs d'établissement ou des élèves qui soient partagés. Nous, on n'a pas rencontré, pour le moment, en tous les cas, dans le travail qu'on a réalisé, ce type de difficultés.
mais malgré tout avec une réflexion qui est dans les pays où des fois les écoles sont très petites, où vous avez par exemple un seul enseignant qui fait aussi office de chef d'établissement. Forcément, si vous publiez des informations sur la qualification, sur les résultats scolaires, etc., tout le monde va se tourner vers cette personne-là pour lui demander des comptes. Et donc, ça crée une pression très importante. D'où l'idée, à l'intérieur du système éducatif, comme cela se fait aussi dans d'autres secteurs publics, de ne publier les données qu'à partir d'un certain niveau de l'échantillon. Donc, par exemple, on peut dire avec des écoles qui ont un minimum de 3 enseignants, par exemple, ou quelque chose comme ça, de manière à éviter de personnaliser les données quand c'est tellement petit que forcément, on met un nom derrière. En termes de sécurité des données, nous, les difficultés qu'on a rencontrées, ça a été souligné aux Philippines, c'est que, par exemple, si vous publiez des données sur le budget de l'école, ça peut inciter certaines personnes à aller dévaliser l'école parce qu'ils savent qu'il y a des fonds disponibles dans l'école quand cet argent est donné en cash, par exemple. Et donc, il faut tenir compte aussi de ce type d'aspect. Dans le cas du Pakistan, au Punjab, ils ont mentionné le fait que de donner des informations sur la localisation des écoles, leur adresse ou leurs coordonnées GPS, dans certains contextes voilà, sensibles de guerre, etc., on sait que les écoles peuvent aussi devenir des cibles et que donc, il faut aussi faire attention sur ces données de localisation. Donc, il y a bien sûr, comme tout ce qui a trait aux données et à l'information, des précautions à prendre. Et donc, nous, on a publié un petit manuel que je serais heureux de partager avec votre réseau si ça vous intéresse. On essaye de voir aussi justement quels sont tous les risques qui sont associés à la publication de ces données, pas seulement du point de vue de la protection, mais aussi, par exemple, de mauvaises interprétations des données, de conflits que ça peut générer, des conflits aussi de légitimité au sein des établissements scolaires. Qui a la légitimité? Est-ce que c'est la communauté? Est-ce que c'est le chef d'établissement? Est-ce que sont les parents d'élèves, etc. Donc, essayer de gérer tous ces aspects en amont. Et de gérer aussi, par exemple, la question que vous mentionnez des médias en amont. Et par exemple, dans le cas australien que je mentionnais avec vous, on a organisé une visite d'études en Australie avec différents pays de la région Asie-Pacifique pour partager leur expérience des deux côtés, côté australien et côté des autres pays qui partageaient à cette visite d'études. Et les Australiens nous ont expliqué que quand ils publient les données sur tous les établissements scolaires de l'Australie tous les ans, il y a tout un travail qui est fait en amont avec les médias locaux, les médias nationaux, pour mettre l'accent non pas sur ceux qui font très bien et ceux qui font très mal, mais pour mettre l'accent sur ceux qui ont beaucoup progressé, y compris dans des contextes socio-éducatifs compliqués, de faire des stories, vraiment de focaliser les médias sur ces exemples réussis, pour montrer aussi des exemples de ce qui fonctionne, de ce qui marche à l'intérieur du système et d'encourager les autres à le suivre. Et donc, il y avait toute une discussion en amont avec les médias, mais aussi avec les associations de parents d'élèves, mais aussi avec les syndicats, etc., pour préparer le terrain de manière à ne pas lâcher l'information au niveau national de cette manière-là. Bon, la réflexion au niveau local et au niveau des établissements scolaires, elle est quand même différente. Les impacts sont différents, les effets pervers aussi sont différents et doivent être gérés différemment lorsqu'on se situe à un niveau beaucoup plus local et au niveau de quelques établissements scolaires. Merci beaucoup, Muriel, pour ces précisions. Merci à vous. On pourra revenir dans le cadre de l'échange à venir entre nous. Je voudrais qu'on puisse écouter aussi l'expérience du CIF au Sénégal pour renforcer l'inclusion des enfants talibés via la mobilisation des communautés pour nous décrire le rôle que les parents, les enfants, les jeunes ont pu jouer pour améliorer les conditions autour des enfants talibés. Donc, je laisse la parole à Claire Dubost et à Mansour Sow qui se connectent depuis Dakar. Oui, bonjour à toutes et à tous. Effectivement, nous sommes en direct de Dakar. Donc, je m'appelle Claire Dubost, je suis coordinatrice des programmes au Sénégal pour le Secours Islamique France et je suis avec Mansour Sow qui est peut-être tu veux te présenter. Oui, c'est Mansour Sow, je suis adjoint au programme éducation et bien-être de l'enfant. Donc, on fait un petit peu, là, je vais vous faire la présentation et Mansour, comme c'est vraiment l'expert dans la thématique et il a tout l'historique également du CIF au Sénégal, il pourra être là pour les questions. Est-ce que dans un premier temps, vous voyez bien mon écran?
Oui, merci. Très bien. Donc, sur la question de l'éducation et de l'implication des communautés, donc, comme vous l'avez indiqué, nous allons vous donner des éléments du projet actuel que nous sommes en train de mener qui s'appelle Inclusion des talibés au Mali et au Sénégal. On va présenter des éléments de contexte, notamment sur le contexte des enfants talibés et des écoles coraniques au Sénégal. On va également présenter le projet, avoir un focus sur la démarche de mise en œuvre de l'éducation inclusive et socio-professionnelle, en soulignant également les points forts et les bonnes pratiques du projet, mais également en soulignant les points améliorés et les leçons apprises. Par rapport au contexte et les caractéristiques généraux en fait, des enfants talibés au Sénégal et plus généralement en Afrique de l'Ouest. Donc, tout d'abord, qu'est-ce qu'un enfant talibé? Le mot talibé, en tout cas, est utilisé en Afrique de l'Ouest pour désigner un élève qui est apprenant dans une école coranique. On l'appellera EC dans la présentation pour aller plus vite. On l'appellera aussi Dara. En Afrique de l'Ouest, c'est les termes qu'on utilise. Peu d'écoles coraniques au Sénégal ont une reconnaissance juridique officielle. C'est pour ça que c'est assez difficile d'avoir des chiffres fiables sur le nombre d'écoles coraniques, le nombre d'enfants qui étudient dans ces écoles. Les écoles coraniques accueillent des enfants dès l'âge de 5 ans, mais aussi des adolescents et des jeunes adultes. Ils sont la plupart du temps éloignés de leurs parents. L'enquête Baseline nous a montré que 76% des enfants sont en internat. Il y a une faible participation des parents et de l'État dans la prise en charge de ces enfants dans les écoles. On remarque aussi beaucoup de réticence des maîtres d'école coranique, qu'on appellera les MEC, dans la suite de la présentation. Beaucoup de réticence de leur part et de la part des parents à tout autre enseignement différent du Coran. Donc, c'est un environnement assez fermé et très sensible lié aux traditions très, très, très lourdes encore aujourd'hui. Peu d'enfants dans les daras disposent d'un extrait d'acte de naissance et beaucoup ont recours à la mendicité, notamment en milieu urbain. On remarque également un manque d'accès aux apprentissages de base et donc fatalement un faible espoir d'insertion professionnelle pour ces enfants. L'environnement également des daras est peu approprié à l'enseignement puisque ça peut être c'est les maisons en fait des maîtres d'école coranique qui sont assez petites, notamment en milieu urbain. Donc il y a beaucoup de promiscuité puisqu'il y a beaucoup d'enfants aussi à l'intérieur. Et on a un manque de couverture de santé également et un manque d'hygiène que l'on remarque de la part pour les enfants. Donc, tous ces éléments-là participent à la stigmatisation de ces enfants par rapport au reste de la société. Les enfants sont aussi soumis à des risques élevés de violence, que ce soit à l'extérieur, mais également entre pairs. Et donc, ils sont extrêmement vulnérables. Donc, voilà, ces éléments-là participent, en tout cas, sont des nombreux obstacles à l'accès à l'éducation et à l'insertion professionnelle. Encore un chiffre, 73% des talibés déclarent n'avoir jamais fréquenté l'école formelle lorsqu'on a fait l'enquête baseline du projet. Ce que je voulais aussi préciser, c'est que là, on donne vraiment des éléments de contexte, mais les pratiques sont très diverses entre les écoles coraniques, entre le milieu urbain et le milieu rural. Nous, au CIF, on n'a pas la prétention de connaître, on a une expertise, mais on n'a pas la prétention de connaître toutes les réalités. Donc, voilà, attention aux généralités, en tout cas, qu'on pourrait faire. Et tous les enfants n'ont pas les mêmes conditions de vie, évidemment, selon les cas et les lieux. Par rapport au contexte institutionnel au Sénégal, le pays est assez avancé quand même dans la reconnaissance et dans la prise en compte de ces enfants talibés, notamment depuis 2012 avec la mise en œuvre d'un programme d'appui à la modernisation des daras qui aide un petit peu dans ce sens-là. Il y a également une direction de l'inspection des daras qui est rattachée directement au ministère de l'Éducation nationale et donc qui est là aussi pour accompagner les daras, ceux qui sont en tout cas officiellement reconnus. Et les maîtres d'école coranique sont aussi organisés en diverses associations, en fédérations, ce qui permet aussi leur représentation et le plaidoyer, en fait. Voilà des petites illustrations. Par rapport au projet... Pardon, Claire, je me permets, votre PowerPoint n'avance pas. Ah, voilà. Alors, vous voyez quoi sur votre écran? La première slide. Ah oui, alors c'est effectivement un souci. Je ne sais pas si c'est lié à la connexion. Vous me recevez bien pourtant? Oui, on vous entend bien, mais c'est l'image qui reste figée. Ok. Alors, est-ce que éventuellement je peux demander à ma collègue Mélanie, qui est aussi présente, parce qu'elle a la présentation,
je m'attendais à ce genre de petits problèmes. Donc, peut-être qu'elle, elle peut partager son écran et on va défiler parce que là, ça va poser souci pour vous, en fait. Mélanie, il faut que vous arrêtez le partage d'écran. Ouais. Si vous cessez le partage d'écran et votre collègue peut essayer de reprendre la main et on vous laisse continuer à l'oral en attendant. Merci. Oui, c'est bon là. On est sur la slide contexte et d'accord. On va passer alors, on va essayer d'aller vite parce que je prends beaucoup de temps aussi. Mélanie, tu peux passer. Alors, le projet. L'objectif général, c'est de favoriser l'inclusion des enfants talibés avec des objectifs d'amélioration des conditions de vie dans un premier temps. Favoriser l'inclusion éducative et socio-professionnelle, ça, c'est vraiment ce qui va nous intéresser aujourd'hui. Et également un volet sur le plaidoyer par rapport aux acteurs locaux, nationaux et internationaux. C'est un projet qui est de 3 ans, qui est mis en œuvre depuis plus d'1 an maintenant. Ce qui convient de dire, c'est que vraiment pour atteindre l'objectif spécifique 2 sur l'éducation, on a besoin aussi de toutes les activités des objectifs 1 et 3. Et donc, ça constitue vraiment des prérequis et c'est complémentaire. C'est pour ça qu'on va aussi un petit peu en parler, notamment dans les prérequis. Mélanie, tu peux passer à la slide suivante. Au niveau, en tout cas, des zones d'intervention, on est au Sénégal, on couvre 14 daras et on cible 750 enfants. Au Mali, on cible 6 daras avec 300 enfants. Alors, par rapport à la démarche de mise en œuvre de l'inclusion éducative et socio-professionnelle, le CIF travaille en partenariat avec Save the Children au Sénégal, avec 3 volets en fait d'activités. L'introduction des cours séculiers, et donc de la diversification de l'offre pédagogique. Les cours séculiers, ce sont les cours de français, lecture et écriture et les cours de calcul. On travaille également sur l'établissement de passerelles pour les enfants qui ont le niveau pour rentrer dans le système éducatif formel. Et on travaille également pour les jeunes adolescents à la formation et à l'insertion professionnelle. Voilà, c'est l'idée aussi de ce volet. Alors, des prérequis pour l'introduction de la diversification pédagogique. Dans un premier temps, on a mené une recherche-action participative, c'est-à-dire une étude qui mobilise un certain nombre d'acteurs autour des problèmes des talibés. Et en fait, c'est une étude socio-anthropologique qui vise à relever de la part des acteurs de la communauté les propres problèmes des talibés et de proposer des solutions. Dans le processus de ciblage des daras bénéficiaires du projet, toutes les communautés ont également été impliquées et avec des définitions des critères qui étaient participatifs, notamment 2 des critères très importants pour participer au projet, c'était de l'acceptation pour les maîtres d'école coranique de la diversification pédagogique et le fait que l'école soit parrainée par un délégué de quartier. Donc là, on voit bien l'ancrage communautaire de ce projet-là. Alors là, ce sont quelques illustrations de la recherche-action participative où on voit bien l'implication des enfants pour définir leurs propres problématiques avec les acteurs. On peut passer à la suivante. Il y a aussi des consultations communautaires avec les chefs de village, les collectivités territoriales, les marraines. Les marraines, je ne l'ai pas précisé, ce sont comme les enfants sont très souvent donc en internat, les marraines sont des femmes de la communauté qui décident d'appuyer les enfants, notamment dans l'alimentation et dans l'hygiène. Et elles ont une place très importante dans le bien-être des enfants. Vas-y Mélanie, c'est bon. Donc, encore des prérequis pour l'introduction de la diversification pédagogique. Là, on a fait une image en fait qui montre le dara au cœur en fait de la structuration et de ce qu'on peut appeler la couronne protectrice. Donc on a structuré les marraines en association, on a appuyé à la structuration des comités de gestion, et la structuration également des comités villageois de protection de l'enfant, comités de quartier de protection de l'enfant, et on a créé aussi avec les jeunes des groupes de représentants des enfants talibés qui sont là aussi pour porter la voix et de représenter les conditions de vie des enfants. Et donc tout ça, ça participe à l'amélioration des conditions de vie des talibés et du bien-être et de leur protection. Et c'est aussi très intéressant puisque ces structures agissent comme instance de contrôle de la bonne tenue et la qualité des enseignements. Souvent, maintenant, c'est même les maîtres d'école coranique ou les groupes d'enfants qui disent aujourd'hui, on n'a pas eu cours, aujourd'hui, le professeur n'était pas là, etc. Donc, on voit
bien que ces structures s'auto-alimentent aussi. Pour spécifiquement donc, les différentes étapes à l'introduction des cours séculiers dans les écoles coraniques, il a fallu dans un premier temps identifier les enfants qui pouvaient participer aux cours. Cette identification s'est faite avec les maîtres d'école coranique. On a recruté, on a formé des enseignements volontaires. Donc les enseignements volontaires, ce sont des personnes qui sont issues directement de la communauté, en collaboration avec l'inspection de l'éducation et de la formation. On a pu démarrer les cours sur la base d'un curriculum validé aussi par l'inspection. On organise régulièrement des journées pédagogiques de renforcement des capacités des enseignants volontaires avec des rencontres semestrielles, des partages d'expériences. Les enseignants volontaires ont aussi un suivi par des enseignants tuteurs, donc qui ont un peu plus d'expérience pour pouvoir mener à bien leur mission. Et l'activité aussi assez intéressante, c'est qu'on organise des ateliers de renforcement de capacités sur la discipline positive des maîtres d'école coranique et pour les comités de gestion des daras. Ce qui fait qu'à la fin de l'année 2021, 504 enfants ont pu suivre les cours séculiers, dont 112 filles, et continuent à le faire bien évidemment aujourd'hui. Par rapport au volet de la formation et de l'insertion professionnelle, on a commencé par mener une étude sur les filières porteuses qui permettait de définir un petit peu les filières sur lesquelles les enfants pouvaient s'intéresser et pouvaient s'insérer facilement. On est en train d'identifier les fournisseurs locaux d'offres de formation qui peuvent intervenir dans les différentes zones d'intervention. Les enfants ont été formés également en compétences dites douces, comme la communication, la confiance en soi et la créativité. On a recruté également 3 volontaires à l'insertion professionnelle qui permet de faire le suivi par rapport au projet des différents enfants, c'est des jeunes adultes, des adolescents, en tout cas leur projet de formation et d'insertion professionnelle. Là, j'ai mis quelques exemples. En zone rurale, les enfants sont beaucoup intéressés par l'agriculture, le maraîchage, l'embouche bovine. En zone urbaine, ça va être plutôt la couture, la menuiserie, etc. Et ce qui est intéressant de constater, c'est qu'on doit quand même s'adapter au jour le jour, notamment dans le contexte rural, où en fait, on va retrouver des instituts de formation qui sont dans les communes, alors que les daras se trouvent dans les villages, et on a des fortes réticences de la part des maîtres d'école coranique à faire sortir les enfants des daras. Donc, on essaie de proposer des formations un peu plus courtes et surtout une unité de formation qui soit mobile avec des bus qui se déplacent dans les villages pour toucher un peu plus les jeunes. Donc là, on est sur 156 jeunes âgés de 14 ans et plus. Les mesures d'accompagnement, donc pour assurer encore une fois une qualité dans les cours séculiers, ce sont des sessions d'écoute que l'on organise régulièrement pour avoir des feedbacks dans les communautés. On appuie aussi la structuration des comités de gestion pour faciliter la restauration des talibés, l'alimentation, la propreté des enfants, puisqu'on estime que ça fait partie du cadre d'apprentissage global. On a également réhabilité des hangars pour que les enfants puissent apprendre à l'ombre et qu'ils soient dans des bonnes conditions d'apprentissage. On a réhabilité des dortoirs, des latrines. On a raccordé aussi un certain nombre de daras en eau potable. On distribue des matériels d'hygiène. Et on a pu, pour les enfants internes, en tout cas, les inscrire dans des mutuelles de santé pour qu'ils puissent être couverts en cas de problème de santé. Voilà, par rapport aux points forts et aux bonnes pratiques, donc je vais essayer d'aller vite, je sais que le temps est déjà un peu passé. Le CIF a vraiment une expérience dans la problématique des talibés depuis 2014, en tout cas au Sénégal, et on essaie en tout cas d'avoir une démarche très progressive auprès des maîtres d'école coranique avec dans un premier temps une identification des besoins, en tout cas une réponse à leurs besoins prioritaires, et c'est beaucoup autour de l'hygiène, notamment des latrines, des dortoirs, etc. On le fait, ce qui permet après d'être accepté et d'aborder ensuite des questions beaucoup plus sensibles liées aux droits et à la protection des enfants. L'idée aussi pour le CIF, c'est de vraiment ne pas remettre en cause l'enseignement du Coran, mais plutôt de proposer des enseignants qui sont complémentaires et bien montrer à la communauté et aux maîtres d'école coranique que ces enseignements ne sont pas incompatibles. Ce qui fait qu'on a pu développer des relations de confiance avec les communautés, les maîtres d'école coranique, et ça nous facilite bien sûr voilà, la bonne mise en marche, en tout cas, des cours séculiers. Également, on a créé un comité de pilotage de tous les projets enfance du CIF
avec comme membre du bureau la Fédération des maîtres d'école coranique et les autorités centrales, notamment le ministère de l'Éducation nationale, qui permet de suivre les projets, de donner des orientations. Et là, on se positionne vraiment comme facilitateur entre les autorités et les maîtres d'école coranique et médiateur également, ce qui permet d'avoir une dimension vraiment de plaidoyer sur la question des talibés pour que soit pris en compte en fait leurs problématiques dans les politiques publiques. Et plus globalement, puisqu'il s'agit d'un projet régional, on a également un espace de dialogue beaucoup plus ouvert où on a pu notamment en octobre 2021 faire un forum, organiser un forum à Bamako en présence de 6 ministères de 6 pays de la sous-région pour partager différents résultats de recherche, pour échanger sur les différents modèles étatiques et évidemment partager les expériences et les leçons apprises. Donc voilà, l'idée du CIF, c'est vraiment de réitérer l'expérience et d'appuyer vraiment sur le plaidoyer. Et c'est là aussi pourquoi on intervient aujourd'hui, c'est un petit peu de sensibiliser aussi les différents acteurs et mobiliser notamment la communauté internationale. Pour les points améliorés, je vais faire vite. Évidemment, par rapport au budget des projets, c'est toujours insuffisant pour couvrir les besoins réels des enfants. Voilà, notamment là aujourd'hui, ce qu'on voit, c'est qu'on essaie de soutenir un peu plus les marraines par rapport à l'alimentation des enfants. C'est vraiment un gap qu'on a aujourd'hui. On a vraiment pu analyser le fait que ce sont des projets de développement et qui nécessitent une longue phase de préparatoire du projet et presque 1 an d'acceptance au sein des communautés. Il faut être très flexible et aussi avoir très flexible sur les activités. Des fois, on fait un pas en avant et 3 pas en arrière. Les partenariats également, c'est très important, étant donné qu'on est plusieurs ONG qui interviennent dans les daras, d'harmoniser les pratiques et les approches. Et enfin, en leçon apprise, toute cette expertise liée à ce projet-là et les projets antérieurs a permis de mettre en œuvre un nouveau projet financé aussi par l'AFD via l'appel à projet FISONG, où on mène un partenariat avec World Vision. Et donc là, on est beaucoup plus sur l'accès aux opportunités économiques, en tout cas sur les adolescents et jeunes adultes dans leur insertion sociale, citoyenne et économique, avec une dimension genre très importante sur ce projet-là. Voilà pour la présentation. Je vous remercie et désolée pour les petits problèmes techniques. Pas de problème. Merci beaucoup, Claire, pour cette présentation très dense. On aura l'occasion d'y revenir. Il n'y a pas, il me semble, de questions immédiates. Je propose donc de donner la parole pour pouvoir ensuite ouvrir nos débats aux collègues également du Togo qui ont pu nous rejoindre. Nous avons Monsieur Komlan Sablassou, qui est le coordinateur du projet PAREC sur le projet d'appui à la réforme des collèges et qui inclut un volet de mobilisation sociale très importante, notamment pour encourager le maintien des filles à l'école. Donc là, on rebondit sur l'approche genre que vous avez également mentionné, Claire, et qui est là avec l'équipe de plan. Donc je laisse Monsieur Sablassou se présenter et introduire l'équipe du projet au Togo pour le PAREC. Merci. Je vous rappelle également que vous avez 10 minutes, Monsieur Sablassou et les collègues de plan. Donc, merci de respecter le timing pour qu'on puisse échanger. Alors, bonjour à tous. Je suis comme... Allô? On vous entend, allez-y. Je suis Komlan Sablassou, coordonnateur du projet PAREC 2. Entendez par PAREC le projet d'appui à la réforme des collèges. Nous avons une expérience surtout communautaire dans les constructions de bâtiments que nous voudrons partager avec l'ensemble des participants à cette grande réunion. Je suis avec le coordonnateur région, PAREC, Monsieur Ptiolo. C'est lui qui tout à l'heure va prendre la parole pour présenter ce qu'on a pu dire. Avant toutes mes excuses, on n'a pas rejoint l'équipe rapidement. Nous, on a pensé à 11 heures temps universel, mais c'est après qu'on a su que c'est 11 heures de Paris et on a pu quand même vous rejoindre précipitamment. Donc, toutes nos excuses, nous sommes là. Je crois que l'essentiel, c'est de participer à la grande réunion. Donc, je vais passer la parole à M. Ptiolo pour vous présenter
ce que nous avons pu produire. Ouais, Monsieur Ptiolo, vous avez la parole. Et moi, c'est Ptiolo, à niveau de plan international Togo. Donc, je suis en charge de la coordination des activités du projet PAREC 2 pour la région des plateaux et pour la région des savanes. Et je voudrais dire que la présentation que je vais faire tout à l'heure, elle a été ensemble préparée avec nos collègues de Aide et Action internationale au Togo, qui sont aussi opérateurs sur le projet PAREC 2. Et la direction de l'enseignement secondaire général également a pris part aux préparatifs. Et donc, pour la présentation, si vous permettez, je vais partager l'écran. Monsieur Tcholo, je vais vous demander d'essayer de tenir le délai de 10 minutes. OK, on va essayer. Est-ce que vous voyez la présentation? Je sais pas. Oui, c'est bon, on la voit. Vous pouvez y aller. C'est bon? Oui, c'est bon. OK, merci. Donc, et comme M. Sablassou l'a dit, et nous avons choisi de partager avec vous l'implication des parents dans la gestion des établissements. Et c'est vrai que c'est essentiellement à travers le projet d'appui à la réforme des collèges PAREC, mais nous puiserons aussi des exemples sur les précédents projets appuyés par l'Agence française de développement au Togo. Donc, pour la présentation, nous allons faire un bref historique sur les comités de gestion des établissements, ensuite parler brièvement du projet PAREC et embrayer sur l'implication des communautés dans la gestion des établissements. Et en termes d'historique, il faut dire que depuis longtemps, les parents se sont organisés pour apporter leur appui à l'État dans la gestion des établissements. Mais véritablement, c'est à partir de 1975 que l'État lui-même a pris l'initiative d'organiser tout ceci à travers les textes qui organisent ou bien qui créent et organisent le fonctionnement de ces comités. Et au niveau, actuellement, la situation que nous avons au niveau primaire, nous avons le comité de gestion des écoles primaires, COGEP, et au niveau secondaire, nous avons le comité de gestion des ressources des établissements scolaires. En dehors de ces structures ou bien ces comités qui sont en quelque sorte créés par l'État, nous avons les associations des parents d'élèves aussi au niveau de chacun des établissements, que ce soit au niveau primaire ou secondaire. Donc, les textes, comme je le disais, bon, ils ont été pris le premier en 1975, mais au fur des ans, les textes ont modifié, surtout par rapport au fonctionnement de ces organes. Et le dernier, c'est celui qui concerne le secondaire, qui a été pris en août 2021 passé. Et présentation du projet PAREC. C'est le projet d'appui à la réforme des collèges
qui est un projet initié par le ministère des Enseignements primaires, secondaires, techniques et de l'artisanat, et dont la première phase a été conduite de 2014 à 2018. Et l'objectif général de la phase actuelle qui a démarré en 2020, c'est d'améliorer les capacités et les conditions d'accueil et d'apprentissage des collégiens et collégiennes et ainsi contribuer à l'élévation du niveau d'instruction et des espoirs d'insertion de la jeunesse congolaise. Ce projet comporte 4 composantes. La première composante, c'est accès, construction et équipement. Et qui est subdivisé en 3 volets: cité de gouvernance locale et territoriale, et qui comporte 3 volets également. Avec ces 3 volets et la composante 2, le volet 3, sont les volets qui ont été confiés aux ONG internationales, plans et aides et actions. Les autres composantes et volets sont mis en œuvre directement par l'État et à travers ses services déconcentrés. Et donc, la dernière composante qui est transversale, c'est la composante gestion et coordination du projet. Implication des communautés des établissements secondaires COJERES. Et donc, pour être un peu plus proche de ce qui est fait sur le projet PAREC depuis la phase 1 en 2014, et nous avons relevé ici ce qui a été fait par ces différents organes qui accompagnent la gestion des établissements scolaires. Donc, et le recrutement et la prise en charge du salaire des enseignants volontaires, la construction des salles de classe, la réhabilitation des bâtiments scolaires, la contribution à la réalisation des infrastructures par la mobilisation des matériaux locaux, la sensibilisation pour le maintien des filles à l'école, le contrôle de l'administration et de la gestion, le suivi des résultats scolaires, l'élaboration et la mise en œuvre des projets d'école ou projets d'établissement. Pour ne citer que ces actions que ces organes communautaires mènent au niveau des établissements. En termes de bonnes pratiques au niveau du projet PAREC, et l'approche communautaire dans la construction des structures, des projets, c'est ce que nous avons retenu. Et en termes de maîtrise d'ouvrage déléguée aux communautés, et ces dernières ont vu leur capacité renforcée, les capacités de leurs membres renforcées sur les procédures de passation des marchés communautaires et l'accompagnement tout au long de tout le processus. Et la passation des marchés des travaux. Là également, les COJERES ou bien les comités ont été accompagnés pour préparer les dossiers d'appel d'offres, pour lancer les appels d'offres, procéder au dépouillement des offres, notifier les résultats aux entreprises et signer les contrats avec ces dernières. Le suivi des travaux de construction. Les comités Monsieur Ptiolo, je crois qu'on vous a perdu.
Ah, on voit les slides défiler, mais on vous a perdu. Hélène, est-ce que tu peux juste prendre la main en tant que monsieur Picciolo? Ah, voilà. Monsieur Picciolo, je vois que le temps file. Peut-être que ce qui peut être intéressant pour les parties... Ah, on a tout perdu là. Ou monsieur le coordonnateur ou Picciolo, je vois que la connexion est un peu fragile, mais je vois que le temps file. Peut-être que vous pourriez juste dire un mot sur sans rentrer dans le détail, mais pourquoi est-ce que le choix a été fait que les communautés soient les maîtrises d'ouvrage des travaux, parce que c'était un sujet de débat, et en quoi est-ce que vous estimez que c'est important qu'ils soient pas seulement impliqués dans le suivi des travaux, mais aussi qu'ils soient impliqués dans la passation de marché, etc. OK, et je ne sais pas si vous me recevez, sinon moi j'ai bien suivi ce que Hélène a dit. Oui, c'est bon, là on vous entend mieux. On vous entend mieux, Picciolo. OK, j'ai coupé aussi la vidéo pour peut-être améliorer la qualité de la connexion. Et c'est vrai, pour répondre à ces questions, je le disais, on va puiser aussi dans les autres projets mis en œuvre par, ou bien avec l'appui de l'Agence française de développement. Et je peux remonter un peu au premier projet qui a été mis en œuvre avec les ONG. C'est le projet... C'est le projet Amélioration de la scolarisation au Nord Togo, ASNT. Et sur ce projet, l'ONG Aide et Action avait fait la mobilisation sociale et l'Agence d'exécution des travaux urbains AGETUR a réalisé les infrastructures et la DRE avait assuré la formation des enseignants. Et sur ce projet, l'AGETUR, c'est une structure para-étatique. Sur ce projet, le nombre de classes prévues n'a pas été finalement celui réalisé. Parce qu'entre-temps, il paraît qu'il y a eu un renchérissement des prix des matériaux. Du coup, le nombre de salles de classe a diminué. Et par contre, le projet qui a suivi, projet EPTT, et la composante 3 avait été confiée à Aide et Action dans la région des Savanes. Sur cette composante, il y avait la mobilisation sociale, mais également la réalisation des infrastructures. Et à ce niveau, le constat, c'est que avec l'approche communautaire adoptée, et le nombre de salles de classe réalisées a dépassé ce qui était prévu. Et parallèlement à ça, le ministère a mis en œuvre le projet Éducation et renforcement institutionnel sur le financement de Partenariat mondial pour l'éducation. Et à ce niveau, le ministère a expérimenté les deux approches en confiant une partie des constructions à l'Agence d'exécution des travaux urbains AGETUR et une partie a été réalisée en approche communautaire. À la fin, le ministère a tiré les leçons, c'est que les infrastructures réalisées en approche communautaire étaient de meilleure qualité et à moindre coût par rapport à ce qui est réalisé par la structure para-étatique. Et donc, à partir de ce moment, le ministère a tiré clairement ou bien la conclusion en choisissant clairement l'approche communautaire pour la réalisation des infrastructures. Donc, c'est pour ça que nous avons relevé, je ne sais pas si vous voyez encore la diapositive, en termes de points forts, nous avons dit que l'approche communautaire permet la transparence dans l'attribution des marchés, des travaux. Et donc, l'autre point fort aussi, c'est la construction de meilleure qualité à moindre coût. Et la responsabilisation des communautés et l'appropriation des infrastructures par les communautés. Et nous avons relevé quelques points faibles
c'est l'instabilité des membres des comités liée aux dispositions des textes qui les organisent. Généralement, ils sont élus pour un an renouvelable une fois. Du coup, lorsque on a renforcé leur capacité et que l'année suivante, on a changé, et la passation ne se fait pas forcément et du coup, on perd un peu les compétences qu'on avait au niveau de ces organes-là. Et les comités ne sont pas tout à fait autonomes. C'est vrai que la réalisation des infrastructures, c'est un domaine un peu pointu. Donc, et c'est vrai, on a confié la responsabilité aux organes communautaires, mais jusqu'à présent, ces organes, c'est difficile qu'ils soient autonomes. Et donc, ce qui fait que cela nécessite toujours leur accompagnement par des personnes extérieures. Merci beaucoup, Monsieur Pcholo. Je vous propose de conclure pour passer la parole aux échanges. Oui, c'était la fin. Juste 2 photos pour illustrer la mobilisation des communautés lors de... ici, la première photo, c'est lors de la signature de contrat entre une entreprise et le comité de gestion des ressources des établissements secondaires. Et l'autre photo, ici, illustre la mobilisation lors de la réception provisoire des ouvrages réalisés sur un des sites du projet PAREC en 2017. Donc, voilà ce que nous avons préparé pour la présentation. Et merci à vous et excusez pour les désagréments de connexion. Merci. Merci beaucoup de vous être connectés malgré ces difficultés et pour nous faire partager ces exemples très concrets avec même des photos qui montrent le résultat de cette implication communautaire dans la construction de ces collèges. Moi, j'ai entendu plusieurs choses dans ces 3 présentations, des enjeux autour de la confiance à créer entre les acteurs, des enjeux autour du temps à se donner, c'est du temps long dont on a besoin pour construire des dialogues, et des enjeux autour d'une implication qui soit réelle et active et concrète, et pas uniquement nominale ou de façade ou de consultation. Je vous propose de partager aussi vos expériences, les conditions de succès ou de travail avec certains acteurs que vous avez pu également mettre en œuvre, si certains veulent s'exprimer.